donc une table ronde sur la confiance et nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Giovanna Marsico que j'encourage à me rejoindre. Donc Giovanna, vous la connaissez, directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Je vais également donc appeler à me rejoindre Léa Moukanas, donc qui est présidente de l'association AIDA. Bonjour, et Marion Mathieu, donc formatrice scientifique au sein de l'association Tous chercheurs. Et nous avons normalement à distance Madame Françoise Sariban, donc qui est administratrice de l'association française des aidants. Bonjour Madame Sariban, vous nous entendez? Oui, tout à Parfait. fait. Parfait. Merci, merci beaucoup. Alors peut-être de Giovanna pour aborder ce sujet de la confiance et puis aussi d'une plus grande adhésion des citoyens à la construction et à la décision publique. On va parler donc de la concertation citoyenne, de la convention citoyenne sur la fin de vie. Est-ce que, à vos yeux, c'est un beau modèle justement de co-construction, de consultation et de la décision? Qu'est-ce que je peux dire? Bien sûr, donc j'arrive à la conclusion. Oui, c'est un excellent modèle. Peut-être que je peux partager avec vous quelques éléments de Pourquoi contexte. c'est un excellent modèle? Voilà, des éléments de contexte et puis de ce qui s'est passé. À quel titre je parle? Je parle au titre du Centre national, mais aussi en tant que membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne puise ses racines dans un contexte plus général social, démocratique, surtout de grande méfiance désormais des citoyens vis-à-vis des institutions, dans un cadre qui est fortement influencé par l'accélération du médiatique, les réseaux sociaux, les algorithmes, bien qu'avec un très grand respect de l'intelligence artificielle, il n'empêche que les algorithmes peuvent intervenir pour faciliter la circulation de fake news, de polémiques assez stériles. Et puis, il y a cette tendance justement à raccourcir les temps et donc à simplifier les problématiques, à faciliter un peu les propos qui sont contradictoires par rapport à la nécessité justement de laisser aux citoyens le temps de réfléchir. Et dans le domaine de la fin de vie, notamment, le sujet de la fin de vie est un sujet complexe. C'est un sujet éminemment complexe. Ce n'est pas qu'un sujet physiologique, la fin de notre existence. C'est un sujet d'organisation, c'est un sujet de culture, c'est un sujet de valeurs, c'est un sujet d'adhésion religieuse, au culte. Et puis, c'est aussi un sujet d'expérience individuelle, parfois de souvenirs, d'émotions. Donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas résoudre, et je le dis, j'assume complètement, par un référendum, par exemple. Ce n'est pas possible. On ne peut pas juste dire aux personnes, oui, non, voulez-vous que... Non, c'est vraiment pas indiqué. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que suite à différentes expérimentations sur la volonté de trouver des moyens, des outils pour que les citoyens puissent être impliqués différemment dans l'exercice de la démocratie. Donc, on a eu le grand débat, on a eu la Convention citoyenne sur le climat suite aux Gilets jaunes, et puis il y a plein d'expériences locales qui se mettent en place, par exemple la création des budgets participatifs, etc. Le 12 septembre 2022, le président de la République a reçu l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique. Avis qui a ouvert la problématique, les enjeux de la fin de vie vers une éventuelle dépénalisation de l'aide active à mourir. Évidemment, cet avis du Comité consultatif national d'éthique a généré un espèce de tremblement dans le cadre actuel de la fin de vie, c'est-à-dire un cadre juridique qui est bien défini en France, et donc a poussé le président de la République à annoncer une convention citoyenne.
Et au départ, l'annonce de cette convention citoyenne a suscité pas mal de doutes, pas mal de réserves, parce que quel est l'intérêt de confier à des citoyens l'analyse et la réflexion sur un sujet sur lequel, de toute manière, il y aura un débat parlementaire, et puis il y a un gouvernement qui mène toutes ces actions. Et en fait, ça a été voulu. Donc la convention citoyenne, l'organisation de cette convention a été confiée au CESE. Et le Conseil national économique et de l'environnement, économique, social et de l'environnement, pardon, s'ils m'entendent, Thierry Baudet, il va me tuer. Et donc, le CESE a voulu d'abord réunir un comité de gouvernance qui était composé de 6 membres du CESE, la présidente Claire Toury, et puis 2 membres du CCNE, 2 expertes de la démocratie participative, 2 anciens citoyens de la Convention climat, une philosophe et moi-même au titre du Centre national. Nous avons commencé à travailler à partir de la fin septembre sur l'architecture de cette convention. Donc, on a eu des débats sur est-ce qu'on doit mettre des clauses d'exclusion sur le tirage au sort des citoyens, est-ce qu'il faut exclure les professionnels de santé, est-ce qu'il faut exclure des gens qui ont eu une expérience de deuil récente. Et en fait, voilà, on a décidé à la fin que non, il ne fallait pas exclure, que cette représentativité devait justement reproduire celle d'une petite France. Et le 9 décembre est arrivé, première session de la Convention citoyenne. À la première session, en ont suivi 8 autres, donc plus la première. Ça a été des sessions qui ont d'abord permis de faire monter en compétence les citoyens, de les faire grandir sur les sujets, sur les enjeux de la fin de vie, de les faire débattre, délibérer entre eux, de les faire écouter plein d'auditions différentes, d'experts, de politiques, d'associations, etc. Et puis de leur faire rédiger un rapport qui avait la vocation de réunir tous les points de vue, toutes les nuances de leur délibération pour arriver à faire des recommandations qui avaient comme but non pas de faire la loi, mais d'éclairer le législateur, d'éclairer le gouvernement et d'éclairer le législateur. Je m'arrête là. Merci, c'est absolument passionnant. Mais j'ai envie de vous demander avec quel impact ? Parce qu'après, finalement, le législateur, il est libre d'écouter ou de ne pas écouter. Donc, c'est sans doute très intéressant pour les citoyens, mais... Alors, le législateur, pour l'instant, n'a pas encore commencé à débattre, mais déjà un impact très, très visible. Un premier impact plutôt politique, c'est-à-dire que le 3 avril, lors de la réception du rapport, le président de la République a annoncé l'élaboration d'un projet de loi et l'élaboration également d'une stratégie décennale sur la fin de vie. Stratégie décennale, ça veut dire donner des moyens et donner une visibilité sur un sujet qui jusqu'à maintenant a été toujours traité par des plans très intéressants, mais à 2-3 ans. Donc, c'est vraiment une perception de stratégie politique différente. Et puis, de façon plus sociétale, cette convention citoyenne a eu le mérite d'enclencher tout un processus de presse, de discussion, de débat sur les territoires qui ont remis le sujet de la fin de vie sur le haut de la pile. Sujet qui avait été assez oublié de l'agenda politique et puis de l'agenda sociétal. Merci beaucoup Giovanna. On vous applaudit, merci beaucoup. On va poursuivre sur le chemin de la co-construction avec vous, donc Marion Mathieu. Donc l'association Tous Chercheurs développe des projets de recherche en partant d'une question initiale qui est centrée sur le patient. Donc vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix et puis quelles ont peut-être été les évolutions récentes aussi de l'association. Alors parce que donc l'association, moi je travaille donc dans l'association Tous Chercheurs qui est basée à Marseille depuis maintenant un petit peu plus de 20 ans.
Et en fait, on a commencé par faire des formations à destination de patients atteints de pathologies chroniques sur des thématiques en lien avec la recherche et la santé, ou des thématiques qui sont demandées directement de la part des associations de patients, avec cette idée d'essayer de les mettre un peu dans la peau d'un chercheur le temps de ces formations. Et pour relier ça avec le thème de la table ronde, le thème de la confiance, moi, ça me paraît essentiel, en fait, si on veut parler de confiance, que les différents acteurs se connaissent déjà, connaissent les univers réciproques, donc entre associations de patients, chercheurs et professionnels de santé, et puis aussi qu'ils soient capables de communiquer entre eux. Et moi, ce qui m'était remonté de la part des patients, c'est déjà tout ce jargon scientifique qui est vraiment un blocage pour pouvoir communiquer, et puis après parler de confiance. Donc j'ai fait pendant 20 ans et je continue à faire ces formations-là avec de la part des malades. En fait, le retour, c'est qu'ils se sentent plus légitimes pour diffuser l'information au sein de leurs associations, et aussi ils osent peut-être plus contacter, faire de la veille scientifique et contacter des chercheurs. De l'autre côté, moi j'ai été aussi surprise par les chercheurs et médecins-chercheurs qui interviennent pendant les formations, et plusieurs qui me disent que c'est aussi une source de motivation, en fait, ça donne du sens en fait à leur travail d'avoir ces temps de rencontres. Donc on a fait ça, mais en fait depuis maintenant 3 ou 4 ans, on ne voulait pas s'arrêter à ça, en fait, pas favoriser ces liens, ces rencontres entre chercheurs, patients et professionnels de santé. On voulait aussi essayer soit de proposer, de porter ou d'accompagner des projets de recherche participative, où là on essaye vraiment d'avoir des patients co-chercheurs, en fait, qui interviennent dans tous les aspects de la recherche, avec l'idée vraiment d'essayer de légitimer tout ce savoir, ces compétences qui sont propres aux patients. Et je peux peut-être prendre le premier exemple, oui, en fait, qui est un projet qu'on a développé il y a 3 ans, qui s'appelle IGP Rare. Le sigle, c'est pour Information génétique de la parentèle dans le champ des maladies rares. Et là, moi, c'est un projet vraiment qui me tenait à cœur et qu'on a voulu monter suite à des remontées, en fait, de la part de stagiaires qui viennent en formation à tous chercheurs. Pour être vraiment rapide, en fait, une personne chez qui on a posé le diagnostic de maladie génétique rare, il y a eu une évolution des lois de bioéthique. Maintenant, depuis 2011, il a l'obligation, à partir du moment où il le sait la personne le sait pour elle-même, d'informer ses apparentés de ce risque potentiel au sein de la famille. Sauf que les retours qu'on a, c'est que c'est quelque chose de complexe à transmettre comme information, surtout pour des patients qui ont été fragilisés du fait de leur propre diagnostic récent. Et puis aussi des retours souvent de la part des patients qui sont perçus comme oiseaux de mauvais augure au sein de leur famille, avec du coup des tensions au niveau de la famille qui sont générées. Et donc on a voulu vraiment monter ce projet qu'on a co-construit avec des patients pour essayer, avec des patients, des professionnels de santé et des chercheurs en sciences humaines et sociales, pour décrypter tous ces enjeux qui se passent autour de cette information des apparentés, et essayer d'identifier les facteurs, en fait, qui sont associés à une information qui passe mal ou qui a des conséquences délétères sur les liens familiaux, et essayer de trouver des solutions pour améliorer, en fait, accompagner au mieux les patients. Et donc, on a impliqué des patients professionnels et chercheurs en SHS dans toutes les étapes, construction du questionnaire, discussion des résultats et proposition de solutions qu'on est en train de faire. Alors ça, c'est la belle façon, quoi, le bel aspect de la recherche. Ceci dit, il nous a fallu, pour être honnête avec vous, il nous a fallu 3 ans pour trouver un financement. Donc ça, c'est pas simple, en fait, pour amorcer des projets de recherche participative un petit peu innovants, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appels à projets pour y répondre. Il a fallu motiver ces différents acteurs à jouer le jeu, à accepter de travailler ensemble, parce que ça prend du temps. Mais les retours, en fait, sont vraiment positifs. Et même en termes de questionnaires qu'on a co-construits, il y a eu une richesse des champs qui ont été explorés qui n'auraient jamais pu être faits comme ça si on n'avait pas travaillé avec ces différents acteurs. Un autre projet, là où je vais être vraiment beaucoup plus rapide, c'est on a été sollicité, là c'est par une équipe de recherche en sciences humaines et sociales qui travaillait déjà avec une association de patients dans le champ de la mucoviscidose, où là ils nous ont sollicité pour jouer le rôle de tiers veilleur. Et je voulais juste, parce que à mon avis c'est un acteur, un rôle en fait nouveau. Moi je n'avais jamais joué le rôle de tiers veilleur. Et en fait, c'est un nouveau statut en fait, qui est associé à tous ces projets de recherche participative,
pour avoir une entité en fait qui vient comme facilitateur de ces recherches participatives. Donc là, typiquement, c'est pour un appel à projet de l'Agence nationale sur la recherche, où il y a obligatoirement la nécessité d'avoir un tiers veilleur d'identifié et qui est là pour accompagner ces recherches participatives et vérifier que les patients co-chercheurs sont bien mobilisés à toutes les étapes de la recherche. Donc moi, mais après on pourra discuter sur d'autres choses, mais l'importance de créer, de donner ces temps de rencontre, ces lieux d'échange, et puis d'avoir ces recherches en fait où on essaie d'impliquer le patient en fait à toutes les étapes de la recherche. Merci beaucoup Marion Mathieu, on vous applaudit, c'est très beaux exemples et très belle expérience. Léa Moukanas, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes présidente de l'association AIDA. Vous vous engagez pour la santé des jeunes et vous avez réalisé une étude qui mesure donc l'évolution de leur comportement de santé au fur et à mesure de leur engagement au sein d'AIDA. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais tout d'abord, bien sûr, pourquoi AIDA en quelques mots? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de revoir des visages qui me sont familiers. C'est l'occasion, ce genre de moment. Peut-être pour vous dire quelques mots sur AIDA. AIDA, c'est une structure qui accompagne des jeunes entre 12 et 30 ans qui rencontrent la maladie, donc qui sont hospitalisés dans des services d'onco, d'hémato et d'immuno un peu partout en France, qui les accompagnent pendant les traitements et qui les accompagne aussi après. On parlait de l'importance de la suite dans le parcours tout à l'heure, mais donc on a plusieurs programmes d'accompagnement des patients après les traitements, notamment un programme qui s'appelle Highway to Health, une petite référence à la CDC, et qui est un programme d'accompagnement qui permet à des jeunes qui sont passés par un cancer notamment de pouvoir être accompagnés pendant 1 an sous forme de week-end à se reprojeter dans l'après, tant par le biais de la santé physique que de la santé mentale et que de la projection dans l'emploi et dans la scolarité. Donc ça, c'est ce que fait AIDA au quotidien. Et on a aussi une 3e mission qui est de développer le pouvoir d'agir des jeunes pour la santé. Parce que c'est vrai que l'histoire d'AIDA, elle est un peu particulière. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais AIDA a démarré il y a 10 ans dans une classe de seconde. Donc on avait 15 ans quand cette aventure-là a commencé. Moi, AIDA, c'était le prénom de ma grand-mère qui a eu une leucémie, qui est décédée assez rapidement. Et j'avais 14 ans, je voulais m'engager dans des associations, je voulais essayer de faire quelque chose de concret. Je ne croyais pas trop que la politique allait pouvoir changer les choses, donc ce n'était pas un endroit où je voulais m'engager. J'avais un peu de méfiance, tous les jeunes autour de moi avaient un peu de méfiance, mais ce qu'on voulait faire, c'était vraiment faire quelque chose d'utile et de concret. Et donc on s'est dit qu'on allait monter une association à cette époque-là, à défaut de pouvoir s'engager ailleurs parce qu'on était trop jeunes, qui nous permettrait de pouvoir agir et faire quelque chose de concret. Donc voilà ce que fait AIDA. Peut-être avant de répondre à la question sur l'étude, j'ai fait Sciences Po, donc on m'a appris à contourner les questions qu'on me pose. Pour rattacher quand même à notre sujet sur la confiance, c'est un sujet majeur chez les jeunes sur les sujets d'information santé, sur les sujets de prévention santé. Nous, on croit à un aspect en particulier chez AIDA, c'est la proximité. C'est-à-dire que dans une ère où on peut tout consommer en claquant des doigts, comment est-ce qu'on recrée du local? Comment est-ce qu'on recrée de la proximité? Comment est-ce qu'on recrée du lien social? Comment est-ce qu'on dit aux jeunes, viens, prends le risque de l'autre, viens te former, viens avec nous chez AIDA et en fait on va faire des trucs ensemble qui sont concrets et qui sont chouettes. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important et ça a motivé l'étude, pour répondre à votre question, qu'on a lancée il y a 2 ans maintenant, qui est une étude qu'on a portée sur des jeunes entre 15 et 25 ans, représentatifs de la population pour une partie et bénévoles chez AIDA pour une autre partie, donc avec un biais. Et on leur a posé plusieurs questions sur leur santé. Donc la première question qu'on leur a posée, c'est « La santé pour vous, c'est quoi ?» Et un peu plus de 90% a répondu « Pour moi, la santé, c'est le bien-être ». Donc pour moi, la santé, elle se joue aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, au présent. Si vous me dites arrêtez de fumer parce que dans 40 ans, tu auras un cancer, ça ne me parle pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là, maintenant, tout de suite. Comment est-ce que je fais en sorte que ma santé, que j'aille bien, que je sois bien dans ma tête, que je sois bien dans mon corps, que je dorme bien, voilà, que je me sente pas trop fatiguée le matin quand je vais en cours. C'est ça qui m'intéresse quand on me parle de santé. Donc ça, c'est la première chose qui est ressortie de cette étude. La deuxième chose qui est ressortie de cette étude, c'est qu'il y a 4 sujets majeurs de préoccupation des jeunes vis-à-vis de leur santé, qui sont une super façon de leur faire passer des messages d'information et de prévention santé. Premier sujet qui les intéresse, sans beaucoup de surprise, c'est la santé mentale. Deuxième sujet, c'est la santé sexuelle.
Troisième sujet, et notamment comment est-ce qu'elle peut être un peu plus représentative. Troisième sujet, c'est les addictions, notamment addiction aux écrans. Et quatrième sujet, un peu à égalité avec l'alimentation, mais qui n'a pas été shortlisté du coup, c'est le sommeil. Donc vous voyez que, y compris dans ces 4 sujets-là, vous voyez qu'il y a toujours cette notion de présent et cette notion de comment est-ce qu'en fait ces 4 sujets peuvent être finalement une porte d'entrée pour parler d'information et de prévention santé auprès des jeunes. Troisième point que cette étude a permis de remonter, et ce sera le point majeur sur lequel je passerai le plus de temps, c'est que leur engagement chez Aïda, c'est une façon de leur envoyer des messages d'information et de prévention santé. En fait, l'hypothèse qu'on a émise au départ, c'est qu'est-ce qui se passe chez un jeune de 14 ans qui n'a pas forcément de lien avec la santé, au même titre que j'en avais pas du tout il y a 10 ans quand j'ai commencé à m'engager. Qu'est-ce que le fait d'être formé à intervenir à l'hôpital, de recevoir des sessions régulières avec une psychologue, d'aller tous les mercredis après-midi, tous les week-ends dans des hôpitaux, quel impact ça peut avoir sur la santé de populations qui ne sont pas forcément proches de leur santé au départ. Et parce que cette étude nous a dit, et elle sera prolongée l'année prochaine, mais ce que cette étude nous a dit, c'est que 71% des jeunes qu'on a interrogés disent que leur engagement avec Aïda a modifié au moins un de leurs comportements de santé. Et un jeune sur 2 parmi les jeunes qu'on a interrogés disent qu'au bout de 5 ans, ils veulent faire un métier en lien avec la santé, quand seulement 9% au départ dit « moi je me suis engagé pour la santé » et 91% dit « moi je me suis engagé pour m'engager parce qu'en fait on ne me prenait pas au sérieux ailleurs ». Et donc ce que ça nous dit là, c'est déjà qu'il y a un sujet majeur de confiance, il y a un sujet majeur de proximité, et que l'engagement sur le terrain et la proximité, eh ben, c'est un formidable, et ça pourra être demain un formidable vecteur d'information et de prévention santé. Merci beaucoup, on vous applaudit Léa. Merci infiniment. Françoise Sariban, donc je me tourne vers vous. Donc vous représentez les aidants, parce que c'est vrai que la question des patients experts et partenaires, elle s'inscrit pleinement dans le développement de la paire aidance. D'ailleurs, il y a des établissements qui se sont lancés dans cette dynamique. Vous l'avez sans doute vu. Je pense aux hospices civils de Lyon, avec notamment le dispositif partenariat et expérience patient en santé, qui intègre cette expérience des patients pour évoluer vers une organisation qui soit beaucoup plus adaptée à leurs besoins et à leurs attentes. Et donc, dans ce champ de la récupération, de la lecture de ces expériences de vie qui concourent donc à ouvrir de nouvelles perspectives, vous avez donc développé une démarche inédite avec d'autres partenaires, et ça a notamment permis d'identifier des compétences valorisables dans le domaine de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je voudrais, pour commencer, peut-être dire quelques mots sur l'association. Bien sûr. L'Association française des aidants est une association qui milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société. Et elle est présidée par Gwenaëlle Tual. Et puis, je voudrais aussi dire un petit mot sur les aidants. Les aidants, qui sont-ils? Les aidants, c'est une personne non professionnelle qui intervient à titre principal ou pour partie auprès d'une personne de son entourage pour toutes les activités de la vie quotidienne. Et dans la continuité donc de notre souhait de valoriser les aidants, en 2020, l'Association française des aidants a participé à une étude sur les compétences que construisent les aidants dans l'expérience de l'aidance. Alors pourquoi compétences? Quand je dis que un aidant, il est aidant tout d'un coup, ça lui tombe dessus, il n'a pas choisi, il va faire avec. Il n'est pas formé, il ne maîtrise absolument pas le secteur sanitaire et social ni le secteur hospitalier, et il va devoir trouver des solutions à tous les problèmes qui surgissent. Eh bien, le fait de devoir trouver régulièrement en urgence des solutions l'amène à mobiliser des savoirs qu'il a parce que voilà, il a un certain âge ou parce qu'il a construit des tas de choses. Et la combinaison de ces savoirs crée de la compétence et va amener une solution au problème. Et donc, nous avions l'intuition que les aidants construisaient quelque chose et n'étaient pas, comme c'était dans la représentation générale,
des gens qui sont en dépression, des gens qui sont dans un vide, puisque très très longuement, les aidants étaient totalement invisibles. Ils ne sont pas rémunérés, ils sont invisibles, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils appartiennent à la famille, donc c'est normal qu'ils s'en occupent. Et donc l'étude a montré et a validé notre intuition que les aidants construisent bien des compétences et des compétences spécifiques liées à cette situation qu'ils traitent. Je vais plus loin. Alors j'ai un petit problème de micro, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Quelles sont les compétences que vous avez pu identifier? Alors, en fait, on a un référentiel de compétences qui a été regroupé en 4 grands pôles. Il y a un pôle auto-organisation, avec par exemple l'adaptabilité, l'autonomie dans la prise de décision. Un pôle capacité à résoudre des problèmes complexes, avec la gestion des priorités, par exemple. Un pôle travailler avec les autres, avec facilité à collaborer en mode transverse, et un pôle maîtrise des équipements et des technologies, comme la maîtrise du numérique, la maîtrise technique et la gestion des équipements. Et comme notre étude s'est faite en rencontrant des aidants et en confrontant les résultats de ces rencontres avec les études à l'international, on s'est rendu compte que ces compétences correspondaient aux besoins attendus des entreprises à l'horizon 2025-2030. Donc, pour les aidants, on est vraiment dans une valorisation de cette expérimentation, certes difficile, mais qui, au lieu d'être vue comme un problème, peut être vue comme une opportunité. Très bien. Et peut-être en une minute, en conclusion, est-ce que donc, ces compétences peuvent faire aussi évoluer les organisations, les entreprises, et de quelle manière? Alors, aujourd'hui, en fait, il est important de travailler sur à la fois les aidants et les entreprises. Parce que les résultats sont très récents. Donc les entreprises qui sont assez éloignées du sujet de l'aidant n'ont pas encore été sensibilisées au thème. Mais si je parle du côté aidant, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, Pôle emploi va former ses agents à notre kit d'outils qui permettent d'aider les aidants à repérer leurs compétences. Et donc, les professionnels de l'emploi, de la réinsertion, sont extrêmement intéressés par cette démarche. D'autre part, on a fait une expérimentation de 18 mois auprès des entreprises qui étaient proches de la thématique. Et on nous a dit que dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation, des salariés aidants commençaient à parler en fait des compétences qu'ils avaient à leur avis acquises, et que ça pouvait permettre d'enrichir leur poste de mission singulière. Très bien. Aujourd'hui, je pense que la reconnaissance des compétences des aidants avance assez vite ou plus vite auprès des structures qui accompagnent à la réinsertion, mais elle a surtout eu un énorme avantage, c'est qu'elle a cassé la représentation des aidants qui, quand ils voulaient reprendre de l'emploi, étaient immédiatement assignés à des métiers du soin. Or, vous pouvez très bien avoir envie d'utiliser les compétences acquises dans autre chose. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Françoise Sariban. On vous applaudit. Merci beaucoup, d'ailleurs, à toutes les quatre. Peut-être avant de vous donner la parole pour des questions, je me tourne donc vers Guillaume Monin, donc, pour avoir une petite restitution de cette table ronde donc, sur la confiance. Voilà donc la confiance avec effectivement l'implication citoyenne, l'engagement des jeunes, les nouvelles compétences et le rapprochement des acteurs. Merci encore
Bravo à vous. On va la laisser, hein, je pense, pour notre session de questions-réponses. N'hésitez pas à lever la main, mais peut-être aussi sur cette thématique de la confiance. Je pense qu'on a dans la salle quelqu'un qui travaille donc à l'Agence de l'innovation en santé. Donc, Madame Florence Gaudin, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole et vous exprimer, hein, peut-être surtout aussi tout ce qui a été dit. Oui, je vous cherchais. Bonjour, je suis un peu impressionnée. Oui, je vais prendre la parole très brièvement. Je travaille à l'Agence de l'innovation en santé. On est une toute jeune agence. On a 1 an. Et en fait, je suis venue écouter avec beaucoup d'intérêt toutes les discussions et toutes les thématiques que vous avez abordées aujourd'hui. Elles résonnent beaucoup, elles font écho à beaucoup de travaux qu'on essaye de mener. Et en fait, je suis venue pour vous tendre une main à vous tous, parce qu'il est indispensable et impensable pour nous de travailler sur l'innovation en santé et de préparer le système de santé de demain, la préparation, l'évaluation des traitements, le développement des traitements qui amélioreront l'état de santé, l'organisation des soins et l'organisation du système demain, sans prendre en compte la perspective des patients. Donc voilà. Et donc je suis là pour vous dire à très bientôt pour travailler ensemble. Donc on démarre beaucoup de chantiers. Ma voisine de devant se retourne. Voilà, et je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui travaillent déjà avec l'Agence de l'innovation en santé, mais on essaye de structurer un cadre de travail avec les associations. On en est au tout début, donc on a très envie de travailler avec directement ceux qui œuvrent sur le terrain et avec vous, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Merci, voilà. Merci beaucoup pour votre message. Merci. Giovanna Marsico, une réaction ? Quitte, hein, je lance des perches, mais non, c'est juste pour dire que après avoir écouté mes voisines, et voilà, je pense qu'il y a vraiment ce fil de la confiance montre que derrière la création de confiance, pour atteindre la confiance, il faut des éléments, il faut des moyens, il faut du temps, il faut un milieu adapté, il faut de la transparence, il faut du respect et de l'écoute de l'autre. Et sans ces éléments, on ne peut pas décréter la confiance. Et la confiance, ça se construit. Donc, une agence d'État qui veut mettre des moyens sur l'innovation, elle doit prendre en compte aussi ces enjeux de confiance et tous ces éléments. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? J'imagine que oui, sur le sujet de la confiance. Oui ? Ah. Daniel Aubanel prend tout de suite contact. Alors, avez-vous des questions sur ce sujet de la confiance qui a été abordé ? Donc, que ce soit sur, s'il vous plaît, on va revenir à la table ronde, sur la convention citoyenne, sur Tous chercheurs, qui est là aussi, sur l'association AIDA, ou également sur les aidants, puisque François Sariban est toujours avec nous. N'hésitez pas à lever la main. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Allez-y, ça fonctionne. Moi, j'auto-lève la main, c'est aussi une autre chose qu'on apprend à Sciences Po. Non, mais un truc qui m'a fait écho dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est aussi la question qu'on a peut-être moins mentionnée, mais la question de la représentativité. Mais comment est-ce qu'on se sent représenté aussi ? Et je pense que c'est un facteur majeur de confiance qui est un peu en filigrane de tout ce qui a été dit et que vous venez aussi de dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Nous, on a créé une formation avec AIDA en partenariat avec Sciences Po Executive Education qui s'appelle l'Académie des adolescents et des jeunes adultes et qui est une formation qui permet d'accompagner 15 jeunes qui sont passés par la maladie à faire de leur savoir expérientiel une expertise qu'ils peuvent mettre au service de notre système de santé. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui
vont intervenir dans les écoles de médecine pour former et participer à la formation des professionnels de santé, qui sont représentants des usagers. Et donc c'est important parce qu'en fait, notre population, elle se sent aussi pas représentée parce qu'on ne voit pas de jeunes dans ces instances. Et de pouvoir leur donner les outils et de les accompagner, de leur donner les outils, de leur donner la visibilité pour qu'ils puissent le faire, c'est quelque chose d'absolument essentiel, probablement applicable à plein des sujets qu'on a dans la pièce ici. Mais voilà, la question de la responsabilité qui découle du partenariat, qui découle de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la question de la représentativité, elle est majeure parce qu'on a aussi confiance dans ceux et celles qui nous représentent. Et l'analogie qu'on pourrait faire, c'est le vote pour et le vote contre. C'est-à-dire qu'on veut être dans une société où on vote pour, quel que soit l'endroit où on vote. Et donc je pense que pour voter pour, il faut que la personne en face de nous puisse être capable de nous représenter. Merci beaucoup Léa, on vous applaudit absolument. Pas de questions. Marion, vous voulez... Mais auto-saisissez-vous. Je m'auto-saisis. Aussi, quand on parle de confiance réciproque, moi, avant de parler même de confiance, ce qu'on a vu en fait dans toutes les actions qu'on mène à Tous Chercheurs, c'est aussi important quand on fait se rencontrer et échanger des acteurs différents, qui est une capacité en fait à montrer ses faiblesses et les limites de chacun, parce que ça permet de lutter contre les représentations, les idées reçues, des freins en fait qu'il pourrait y avoir. Et là, pas plus tard qu'avant-hier, on organisait une journée sur les fatigues sur la thématique des fatigues qui était portée par un groupe interassociatif d'une quinzaine d'associations de patients. Et en fait, on a organisé une table ronde sur comment mettre en œuvre des recherches réellement transversales et réellement participatives et de montrer des chercheurs en fait leurs limites, en fait d'accepter de sortir de leur zone de confort, d'endroits où ils sont pas forcément compétents, où du coup justement ils vont avoir besoin d'être accompagnés par des patients et des chercheurs d'autres horizons. Ça aide aussi à avancer en fait. Et du coup, d'essayer de se mettre tous à égalité et de montrer les faiblesses de chacun pour montrer vraiment l'intérêt de travailler à plusieurs et puis avancer plus loin ensemble. Merci également Marion pour ce message. On vous applaudit. Giovanna, peut-être le mot de la fin sur la Convention citoyenne. Est-ce que finalement on peut en organiser sur tous les sujets de santé, ou est-ce que... Je pense que l'outil peut peut-être perdre de sa force si on y recourt trop souvent. Enfin, voilà, comment est-ce que vous vous situez dans ce débat? Une convention citoyenne est un énorme mécanisme. Ça demande énormément de moyens. Ça demande du temps. Ça demande du temps pour les organisateurs. Ça demande du temps pour les citoyens parce que 9 week-ends, 3 jours de week-end, des gens qui venaient des Antilles, des gens qui venaient de Corse, de partout. Ça veut dire quitter sa propre vie personnelle, laisser les enfants, les parents, etc., pour passer du temps, parler, à discuter de fin de vie. Et à s'imposer une écoute et une bienveillance qui a été vraiment le fil conducteur de cette convention citoyenne. Donc, c'est un truc énorme qui demande beaucoup d'investissement. On ne peut pas le faire tous les 2 mois. En revanche, je pense que si on donne aux citoyens les moyens pour, encore une fois, pour monter en compétence, pour comprendre, pour se saisir de ces enjeux avec des éléments fiables, basés sur la science et neutres, les citoyens ils peuvent vraiment tout faire et toucher tous les sujets. Merci beaucoup. Vous applaudissez là aussi. Françoise, est-ce que vous souhaitez ajouter un message, juste vraiment en clôture de cette 3e table ronde? Écoutez, en tout cas, merci d'avoir sollicité l'Association française des aidants. Je réfléchissais en quoi nous étions liés au terme de la confiance. Je pense qu'on est lié au terme de la confiance parce que, évidemment, dans la pratique au quotidien de soutien d'une personne dépendante, s'il n'y a pas la confiance, la situation n'est pas gérable. Elle n'est pas gérable à court terme, elle n'est pas gérable à long terme. Et je pense aussi que le fait d'avoir pu valoriser, enfin formaliser que dans cette situation, qui est quand même une situation de souffrance, les aidants
construisent de la compétence, eh bien, ça leur donne, comment dirais-je, de la voix, alors qu'ils sont très invisibles. Tout à fait. Merci, merci là aussi, on vous applaudit. On vous applaudit toutes les quatre. Merci beaucoup pour votre participation à cette table ronde.